Aujourd'hui, on va parler d'un papier qui nous propose 7 points essentiels pour pouvoir vivre correctement, pour pouvoir vivre en bonne santé psychologique, mentale, avec les conséquences du Covid-19. Cet article a été publié sur le blog de l'APA, American Psychological Association, qui est l'association de référence lorsqu'il s'agit de trouver des ressources scientifiques, psychologiques, sur différents sujets, et en particulier ici le Covid-19. Quels sont donc ces 7 apports de la recherche pour aider les personnes à gérer leur relation avec le Covid-19? Le premier point clé, c'est celui des réseaux sociaux. Une bonne gestion du Covid-19 passe par une bonne gestion de sa relation aux réseaux sociaux. Comment donc bien gérer sa relation aux réseaux sociaux? Tout d'abord, le premier problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils bouleversent notre perception des risques. On peut voir des personnes paniquer, on peut voir des mouvements de foule, on peut voir ce qu'il se passe par exemple dans des cas très particuliers en Chine, en Italie, etc. Et qui fait que on s'inquiète beaucoup plus que ce que l'on devrait s'inquiéter. Les réseaux sociaux, en fait, sont des attracteurs de choses qui nous bouleversent, qui augmentent notre émotionnalité. Et donc, ils nous font voir la réalité par un prisme qui est très éloigné des réalités du terrain, qui est très éloigné de ce qui se passe de manière générale. Ensuite, les réseaux sociaux, ils nous poussent aussi à adopter des comportements qui ne sont pas forcément les bons. On l'a vu dans des chaînes de mails ou des chaînes sur Facebook qui nous proposaient par exemple de boire des boissons chaudes pour réduire la propagation du virus. Bien évidemment, le virus ne se trouve pas uniquement dans la gorge, et donc boire des boissons chaudes, ça ne sert strictement à rien pour lutter contre le virus, mais simplement cette chaîne qui fait que on fait confiance à nos amis, qui eux-mêmes font confiance à leurs amis, qui eux-mêmes font confiance à leurs amis, qui propagent ces mauvaises informations, fait que l'ensemble des personnes des réseaux sociaux se met à propager des informations parce qu'ils ont confiance dans ceux qui leur montrent ces informations, alors qu'en réalité, ces informations ne proviennent pas de sources sûres, elles ne proviennent pas de sources fiables. Et donc, ça va nous amener à adopter des comportements qui ne servent à rien, à part nous inquiéter. Et on peut être aussi inquiété d'une autre façon, c'est une anxiété par comparaison. Lorsque l'on voit des personnes qui gèrent mieux que nous, ou quand on voit des personnes qui, à l'inverse, n'arrivent pas du tout à gérer la situation, on va se comparer à eux par des comparaisons descendantes à pire que soi, ou des comparaisons ascendantes à mieux que soi, et ça va nous rendre anxieux. Et les réseaux sociaux sont des interfaces pensées pour la comparaison. Instagram est pensé pour voir les autres en photo et pensé pour se comparer à d'autres. Et quand on voit des personnes qui profitent du confinement pour lire, pour faire à manger, pour etc., etc. Lorsque l'on voit sur Facebook des personnes profiter du confinement pour apprendre la guitare, apprendre à utiliser des logiciels sur ordinateur, etc., etc., et que l'on se dit mais moi en fait je fais rien, évidemment on a une comparaison qui va être négative aux autres. Et les réseaux sociaux sont faits pour renforcer ces comparaisons négatives. Et donc une conclusion de ces réseaux sociaux, c'est évidemment il faut diminuer notre présence sur les réseaux sociaux, diminuer le temps que l'on va passer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment le premier point crucial. Le deuxième point crucial, c'est les médias. Les médias, c'est-à-dire les journaux télévisés, c'est-à-dire les informations à la radio, c'est-à-dire les informations par exemple sur Google Actualité, les informations qui nous abondent en permanence de nouveaux sujets, ces médias-là peuvent renforcer aussi notre anxiété. D'abord, le type de média. Parfois, on va se rendre compte qu'on a exactement la même information en ayant regardé le journal télévisé, en ayant regardé Facebook, en ayant regardé notre site sur Internet, en ayant écouté la radio. Et en fait, on va multiplier les médias qui nous sortent la même information et ça va amplifier notre relation à cette information. On va avoir l'impression qu'elle est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Non pas parce qu'elle est importante, mais parce qu'on l'a vue un certain nombre de fois. Et effectivement, ça nous amène au deuxième point qui est le temps passé et le nombre d'informations proposées. On a des médias qui sont créés pour augmenter le nombre d'informations à la minute. C'est le cas par exemple des journaux télévisés d'informations en continu. Leur objectif, ce n'est pas d'amener des informations claires, fiables, intéressantes et importantes. Leur objectif, c'est d'augmenter au maximum le nombre d'informations pour augmenter l'anxiété, pour augmenter la peur et donc pour amener les personnes à continuer à s'informer et donc évidemment à rester sur la chaîne. Ça nous amène forcément à augmenter notre temps passé sur cette chaîne ou ça nous amène à continuer à chercher de nouvelles informations et donc ça augmente et notre anxiété et notre stress et notre peur. Et donc notre objectif face aux médias, c'est de diminuer le nombre de médias que l'on va regarder, de diminuer le temps passé à regarder ce média et de diminuer le nombre d'informations que l'on va regarder ou écouter par rapport à ce média. Le troisième point, c'est les informations de confiance. On l'a vu, les médias ne proposent pas d'informations de confiance,
Les réseaux sociaux ne proposent pas non plus d'informations de confiance, alors où trouver ces informations de confiance? D'abord, il y a un critère d'honnêteté. Une information qui est trop anti quelque chose ou trop pro quelque chose, souvent n'est pas honnête. Une information qui vous dit on a découvert le vaccin contre ou on a découvert le médicament contre, c'est une information qui forcément n'est pas honnête parce qu'on aura forcément des points positifs ou des points négatifs par rapport à ce vaccin ou à ce médicament. A l'inverse, une information qui vous dit ceci fait plus de morts que cela, ceci est le plus dangereux que cela, etc. Par exemple, on a pu le voir il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui nous disait que les accidents de trottinette généraient plus de morts que le coronavirus. C'est évidemment pas honnête, c'est évidemment quelque chose à laquelle il ne faut pas faire confiance. C'est évidemment quelqu'un en qui il ne faut pas faire confiance. De manière générale, l'honnêteté, c'est de dire on présente une information par rapport à une autre information qui est comparable avec cette information. Évidemment, le nombre de morts en trottinette n'est pas du tout comparable au nombre de morts avec un virus. Un nombre de morts avec un virus est comparable avec un nombre de morts avec un autre virus. Donc ce critère d'honnêteté est évidemment très important pour faire confiance dans une information. Ce critère d'honnêteté, il va évidemment avec l'information sur les risques réels. Dire qu'une personne de 16 ans est morte du virus, ce n'est pas un risque réel. Bien sûr, c'est une information bouleversante et une information importante, mais il faut garder la mesure et se dire que ce risque n'est pas un risque réel, c'est juste un cas, c'est juste une personne qui malheureusement est morte du coronavirus. De la même manière, on a l'impression que à partir du moment où on a 70 ans, on risque de mourir du coronavirus. En réalité, si on fait partie des personnes les plus à risque, on n'a pas un risque si important que ça de mourir du virus. Simplement, beaucoup de personnes sont contaminées et donc le risque est beaucoup plus important que pour d'autres maladies où moins de personnes sont contaminées. Mais les risques réels sont souvent beaucoup moins importants que ce dont on a l'impression quand on prend un cas témoin, une personne témoin, ou quand on prend des chiffres séparés de n'importe quel autre chiffre. Comme on peut faire une comparaison avec la grippe espagnole qui a fait des millions de morts et la grippe qui en fait 10 000, avec le coronavirus qui, on ne sait pas trop où il est entre les deux. En réalité, le risque réel, il est entre les deux. Il n'est certainement pas proche de la grippe qui est beaucoup moins contagieuse que le coronavirus, mais il n'est certainement pas aussi mortel que l'a été la grippe espagnole. La réalité est entre les deux et donc il faut informer sur les risques réels. Et ensuite, il faut privilégier les sources sûres. L'OMS est une source sûre, il n'y a pas besoin d'aller voir les médias, il n'y a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, l'OMS suffit largement à avoir toutes les informations que l'on souhaite sur le coronavirus, sur les gestes à adopter, sur les gestes barrières et sur comment s'en protéger. Le quatrième point important sur les conséquences psychologiques du Covid-19, c'est la notion de contrôle. La notion de contrôle, elle est importante parce que le coronavirus, il a ceci de particulier qu'il nous oblige à être enfermés chez nous et donc à ne pas pouvoir agir pour contrôler justement le coronavirus et nos actions par rapport au coronavirus. Comment garder le contrôle ? Le coronavirus, déjà, il n'est pas contrôlable humainement, il n'est pas contrôlable individuellement, mais il est contrôlable socialement. Il faut voir le confinement non pas comme quelque chose qui nous prive de notre contrôle face au virus, mais au contraire, c'est notre moyen d'action, c'est notre moyen d'agir contre le virus. Le deuxième moyen de garder le contrôle, c'est évidemment d'appliquer les gestes barrières. On en parle partout, mais les gestes barrières sont des moyens de garder le contrôle, sont des moyens efficaces d'éviter de propager le virus. Et enfin, être confiné ne signifie pas être immobilisé. Garder le contrôle, c'est aussi garder le contrôle sur sa vie, garder le contrôle sur ses rituels, garder le contrôle sur sa manière de vivre au quotidien, que ce soit par rapport au virus ou que ce soit dans sa vie en général. Et donc, garder le contrôle sur son quotidien de vie, c'est garder le contrôle aussi par rapport au coronavirus. Un autre point très important, qui évidemment va regrouper l'ensemble des points au-dessus, c'est celui de la gestion du stress. La gestion du stress, évidemment, tous les points au-dessus nous amènent à trouver des nouvelles manières de gérer notre stress, mais la gestion du stress, c'est vraiment le point pour vaincre le coronavirus. L'important déjà, c'est de ne pas laisser le stress s'installer. Évidemment qu'on va être stressé, évidemment qu'il va y avoir des pics d'angoisse, des pics de stress à certains moments. Pourquoi ? Parce que quand on va penser à des personnes plus âgées qui sont plus à risque, quand on va penser à nos proches, quand on va penser à notre futur, parfois on peut être stressé, parfois on peut être inquiet. L'important, c'est de trouver des stratégies efficaces pour éviter que ce stress s'installe. Pour ça, il faut évidemment s'informer correctement, on l'a déjà dit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux médias. Il faut aussi chercher du soutien social. On le voit avec une augmentation de l'utilisation de Zoom, de Skype, de Hangout, etc. On cherche continuellement du soutien social, on essaye de se rassurer les uns les autres. C'est une technique de gestion du stress qui est très efficace. Il faut continuer à bien s'informer et à discuter avec les autres et à informer les autres pour gérer correctement son stress.
Ensuite, un des points importants des conséquences psychologiques du Covid-19, c'est pour les personnes qui travaillent. La santé au travail est complètement bouleversée quand on télétravaille ou qu'on travaille en période de confinement. Pour ça, il va falloir appliquer les 7 règles d'or que je vous ai listées. Les règles d'or sont garder une habitude de vie saine, faire des pauses régulières dans son travail, continuer à garder de l'information par rapport à son travail, essayer au maximum d'avoir un soutien de son équipe et de soutenir son équipe, faire des vraies pauses de travail, faire des vrais arrêts de travail le week-end, c'est vraiment le week-end, on n'est pas censé travailler. Garder un environnement propre autour de soi, que ce soit son bureau, que ce soit sa chaise, que ce soit sa posture. Et enfin, la dernière règle, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Si on ne peut pas travailler pendant la période de confinement, eh ben on n'est pas censé travailler en période de confinement. Ça, c'est les 7 règles d'or de l'APA pour avoir une bonne santé au travail. Le dernier point, c'est par rapport à la santé mentale, sa santé psychique. Le confinement, ça joue forcément sur sa psychologie, ça joue forcément sur la santé mentale. Le confinement, ça peut augmenter les problèmes de stigmatisation, par exemple de la population chinoise, on l'a vu. Ça peut augmenter le risque de confusion, ça peut augmenter la colère. Pour éviter ça, il faut toujours penser à justifier. Pourquoi on a fait du confinement? Il faut l'expliquer, il faut le justifier. Pourquoi on ne peut pas faire ses courses? Pourquoi on ne peut pas sortir comme d'habitude? Pourquoi, etc., etc. Tout ça, il faut le justifier. Pour tout ça, il faut permettre aux personnes de le comprendre. Et ensuite, il y a un besoin de responsabilisation. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Il faut dire aux personnes qu'elles sont responsables aussi du coronavirus. La responsabilisation, ça va avoir un certain nombre d'intérêts. Le premier intérêt, c'est que quand on est responsable, on se le justifie par soi-même. On justifie nos comportements et notre manière de vivre pour limiter la propagation du virus par nous-mêmes. Et le deuxième point, c'est que la responsabilisation, ça augmente le contrôle. Quand on est responsable de nos actes, même si notre acte c'est de rester chez nous, ça augmente forcément notre contrôle. Et si ça augmente notre contrôle, ça diminue la colère, mais ça diminue aussi le stress. Donc justifier les raisons pour lesquelles on force les personnes, les citoyens, à changer leur comportement, c'est très important. Et responsabiliser les personnes par rapport à ces comportements, c'est aussi très important. Voilà les 7 points. Ces 7 points, on peut en faire une conclusion générale, une conclusion qui nous permet de dire voilà ce qu'il faut faire pour diminuer les conséquences psychologiques du Covid-19 sur nos vies. Ces conclusions sont se fier à des médias basés sur des sources sûres plutôt que des chaînes d'information en continu ou plutôt que les réseaux sociaux. Ces médias basés sur des sources sûres, c'est principalement l'OMS. Il faut réduire au maximum l'exposition aux informations. Éviter au maximum, même si on va sur des chaînes d'information, limiter au maximum le temps qu'on va y passer, limiter au maximum le temps qu'on va passer sur les réseaux. Soutenez-vous. Soutenez-vous, ça veut dire prenez du temps sur Skype, prenez du temps sur Hangout, prenez du temps sur Zoom pour vous parler, prenez du temps simplement au téléphone pour vous parler, pour exprimer vos angoisses, exprimer votre stress, soutenir les autres dans leur angoisse et dans leur stress. Faites des petites actions quotidiennes, c'est ce qu'on appelle des rituels. Faites des actions qui vous permettent de garder du contrôle sur votre journée, garder du contrôle sur votre vie et donc gérer au mieux votre stress. Prenez soin de vous au quotidien. Rester chez soi ne veut pas dire garder les mêmes vêtements nuit et jour. Rester chez soi ne veut pas dire ne plus prendre soin de soi. C'est important de se sentir bien dans son corps pour se sentir bien dans sa tête. Bien s'informer pour bien informer les autres. On l'a vu au tout début de cette conclusion, c'est important de trouver les bonnes informations, mais c'est aussi important de prendre du temps pour expliquer ces informations aux autres, pour les responsabiliser, pour justifier les raisons pour lesquelles on est aujourd'hui confiné, aux autres qui, eux, peut-être n'ont pas les bonnes informations, qui, eux, peut-être n'ont pas la capacité à bien s'informer ou n'ont pas adopté les bons gestes pour bien s'informer. Voilà, on a résumé les 7 conséquences psychologiques du Covid-19 et on a fait une conclusion sur quels étaient les moyens les plus efficaces pour éviter les conséquences négatives psychologiques du Covid-19. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la psychologie sociale et aussi probablement sur le Covid-19. Merci.